Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis donc Marc Tenenbaum, adjoint en charge de la santé auprès de Mathieu Klein, maire de Nancy, qui m'a chargé de vous souhaiter la bienvenue et de vous accueillir dans les grands salons de l'Hôtel de Ville. Mathieu Klein estime que la santé publique doit être prioritaire dans ses actions. Nous sommes donc réunis ce jour à l'occasion de la 10e journée mondiale de lutte contre le cancer du pancréas pour partager l'écoute du Quatuor Alerion, dont la réputation n'est plus à faire. Bienvenue à vous les musiciens. Je salue le professeur Conroy ici présent. Bienvenue également mon confrère Aurélien Lambert, médecin à l'ICL, grand spécialiste du cancer du pancréas, médecin qui sait être rassurant et qui saura nous dire dans un instant quels grands espoirs nous pouvons avoir dans le diagnostic précoce et les avancées thérapeutiques de cette terrible maladie. Un très grand merci à Espoir Pancréas, à son président Philippe François Sténinger, qui depuis la création de l'association en novembre 2016, inlassablement se bat pour faire progresser la détection précoce, la connaissance de la maladie, pour faire entendre les retours des patients, de leurs familles, et pour faire connaître les prises en charge et les avancées thérapeutiques. Comme médecin généraliste depuis quelques années, j'ai eu le soulagement de partager avec de nombreux patients l'apaisement et l'espoir de vie apportés par la prise en charge globale de la maladie. Merci d'être là, bon concert et belle fin d'après-midi. Je vous remercie. Eh bien, bonsoir. Je m'appelle Aurélien Lambert, je suis donc oncologue médical à Nancy, à l'Institut de cancérologie de Lorraine. Et je suis avant tout nancéen, fier de l'être. On a... on va dire ici, le lieu qui nous accueille en témoigne, une confiance inégalée de la mairie, et ça je tiens à les remercier beaucoup. Hasard des rencontres certainement aussi, mais cette association qui est nationale, comme le disait M. François Sténinger, a trouvé son terreau dans la ville de Nancy. Et la synergie qu'on a pu y faire, grâce au professeur Conroy, qui est mon maître ici, a donné naissance à une filière qui fait le premier lien, je pense, sérieux entre les patients et les soignants. C'est vrai dans beaucoup de maladies, mais dans cette pathologie-là, ça manquait encore un petit peu. Il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, quand j'ai terminé mes études, on n'avait pas la connaissance de nos patients tel qu'on peut l'avoir aujourd'hui. En tout cas, ça devient plus normal aujourd'hui de pouvoir échanger sur la recherche, mais échanger aussi avec les besoins des uns des autres. Alors, moi, je voulais prendre la parole ce soir pour vous faire un petit témoignage de où on en est dans la recherche. La recherche scientifique avance toujours, mais c'est vrai qu'elle n'avance pas toujours à la même vitesse dans toutes les maladies. On l'a vu par exemple pendant le Covid, une débauche d'énergie incroyable, d'argent probablement aussi, mais nous rendre capables de pouvoir appréhender, traiter une maladie aussi difficile en si peu de temps, grâce à des progrès scientifiques qui sont issus un petit peu quelque part de la recherche en cancérologie, hein, sans rentrer dans les détails, mais un vaccin aussi astucieux, aussi ingénieux, bordé par quelques prix Nobel, on va dire, ça s'est rendu possible parce que, au fond, pendant des années, on a des chercheurs qui sont présents sur le terrain et qui permettent de faire avancer pas à pas la science. Alors, le cancer du pancréas est un cancer difficile, c'est vrai, dont les progrès sont modestes, d'année en année, mais certains. Je citerai par exemple une avancée qui a permis aux patients de se faire opérer, de bénéficier ensuite d'un nouveau protocole de chimiothérapie, validé en 2018, le FOLFIRINOX, qui a permis de doubler quasiment leur survie grâce à une nouvelle façon de les prendre en charge. Alors, quand on valide un traitement comme ça, c'est l'aboutissement de 10 ans, 15 ans de recherche. Qu'est-ce qui se passe avant ? Essayer une molécule nouvelle, c'est intéressant. Nous, on est très demandeurs de pouvoir participer à ces essais-là. Parfois, on est même promoteurs, comme ce fut le cas pour le FOLFIRINOX. Mais derrière, ça veut dire qu'en amont, il y a eu peut-être 5 ans, 10 ans de recherche. Et puis avant ça, la recherche préclinique, c'est-à-dire qu'il a fallu, auprès des cellules, auprès de ce qu'on appellera maintenant des organoïdes, c'est-à-dire des modèles précliniques qui ne sont pas des humains, qui sont vraiment dans les éprouvettes, trouver des astuces pour pouvoir mettre à disposition des nouveaux traitements. Eh bien, la recherche, c'est tout ça. Accompagner
peut-être 10 ans, 15 ans. Et à l'ICL, alors je fais de la pub pour l'établissement dans lequel je travaille, bien sûr, mais à l'ICL, on est très attaché à toute cette filière. C'est pas juste arriver avec le nouveau traitement dans le cadre d'un essai clinique. Ça, on est très fiers d'y participer. Mais c'est aussi pouvoir trouver les traitements de demain de façon innovante et en faire bénéficier le plus grand monde le plus tôt possible. Donc ça, c'est un challenge du quotidien. Les médecins sont toujours présents pour les patients, mais on a aussi besoin de chercheurs. Et ça, c'est en France quelque chose qui est un petit peu plus difficile. Donc j'ai envie de faire le lien, comme on l'a fait avec les patients grâce à cette association, de faire le lien aussi avec la recherche, et la vraie recherche fondamentale, c'est-à-dire celle qui est peut-être la plus en souffrance. Donc aujourd'hui, mon message, ça serait de dire, n'oublions pas une des filières aux dépens des autres. Soyons présents pour la recherche, que ça soit par la présence, par des dons. Tout ça est évidemment bienvenu. Et puis ça nous permettra demain d'être encore un petit peu plus efficace. Aujourd'hui, l'ICL, par exemple, c'est 150 essais ouverts, un peu plus de 150 essais ouverts. C'est-à-dire que les patients ont à leur disposition, selon les maladies, la possibilité de participer à 150 études différentes, ce qui est beaucoup, mais ce qui demande aussi beaucoup d'efforts. Et puis au-delà de ça, c'est de pouvoir peut-être profiter d'un réseau. Et j'en parlais tout à l'heure avec M. François Sténinger, c'est que j'ai vu depuis quelques années l'évolution de l'association. Et bien, pas plus tard qu'il y a 15 jours, quand on était en conseil scientifique national, donc les chercheurs de chaque ville se regroupent entre eux pour essayer d'avancer, de mettre en place les protocoles. Et bien là, l'association Espoir Pancréas est revenue à moi, alors que c'était parti effectivement il y a quelques années de Nancy. On m'en a parlé comme si je ne connaissais pas, donc j'étais assez content. Et on m'a expliqué que ça serait intéressant que dans le prochain protocole qu'on est en train de préparer, on puisse inclure les associations de patients. Merveilleux, moi j'étais content, bien sûr j'ai dit oui, et on va peut-être enfin, alors je dis dans le bon sens du terme, travailler à l'américaine. Ils sont en avance sur nous les Américains sur ce point-là, c'est-à-dire d'inclure le patient au sein de la recherche, le patient, alors on parle de patient centré, le patient dans l'équipe en tout cas, le patient, son entourage, qui peut participer à des nouveaux traitements et à des nouvelles productions scientifiques. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est la première année où, de mon point de vue, la boucle est bouclée, j'en suis très fier, et j'espère que dans les années à venir, on pourra dire que voilà, le service a été rendu sur cette avancée avec le patient au sein de la recherche. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon concert, et je serai ravi de vous retrouver l'année prochaine. Nous avons quelques minutes. Alors si par hasard des personnes ici présentes avaient des questions à poser donc à Aurélien ou Dr Conroy qui sont dans la salle, n'hésitez pas, nous avons 5 minutes pour le faire. Bonjour, merci. Vous avez parlé d'un doublement des cas de cancer du pancréas là, dans les années à venir. Est-ce que vous avez une idée des causes potentielles de ce doublement ? Est-ce que c'est des habitudes, je pense qu'il y a un lien avec le diabète ou le tabac. Est-ce que vous avez des études qui montrent l'origine et la cause de ce doublement ? Malheureusement, on n'a pas la cause pour l'instant absolue de ce doublement, mais je vais laisser quand même donc les médecins ici présents donc répondre d'une façon peut-être plus précise. L'incidence de ces cancers, elle est difficile à évaluer puisque on sait que c'est une incidence qui est croissante, qui augmente, certainement parce que on a soigné des tas d'autres maladies, donc les gens, entre guillemets, il ne leur reste plus que certains cancers qui sont plus difficiles à soigner. On a d'autre part notre mode de vie dit de pays développés qui certainement joue un rôle dans la survenue de ces cancers. On ne sait pas bien pourquoi. Ce qu'on appelle les facteurs de risque de ce cancer sont assez fins. Il n'y en a pas beaucoup. Il en existe, je ne vais pas les citer tous, mais le fait d'avoir consommé du tabac dans sa vie, de l'alcool peut-être par excès, peut-être un peu le diabète. Enfin, voilà, on a quelques petites choses identifiées, mais globalement, ça reste assez maigre. Et on se rend compte que peut-être voilà, d'autres facteurs sont allés explorer. Je pense à la viande rouge transformée. C'est des choses qu'on commence à voir apparaître dans nos essais. Donc, je n'ai pas la réponse ce soir à pourquoi cette incidence augmente, mais je sais qu'elle augmente parce qu'on a un mode de vie qui peut-être le laisse un petit peu plus passer.
certainement aussi parce que ce cancer est plus difficile que les autres à diagnostiquer. Et enfin, puisqu'on est là pour parler d'espoir, je pense que surtout il faut s'atteler, encore une fois, à la recherche, de savoir comment mettre au point des tests qui vont nous permettre de mieux le prévenir, pouvoir faire des campagnes de dépistage, peut-être un jour. Alors, les pistes seraient par exemple de faire des prises de sang et d'aller pouvoir regarder l'ADN des cellules normales et des cellules tumorales qui seront peut-être là avant qu'on les voit sur un scanner. Ça, c'est une piste auquel on croit beaucoup, en tout cas à l'ICL. Et voilà, dans le message, on n'a peut-être pas la réponse pour toutes les augmentations d'incidence, mais on a certainement des pistes de recherche qui vont nous permettre de les rattraper et de mieux comprendre cette maladie. Et c'est comme ça qu'on répond généralement a posteriori sur les facteurs de risque. C'est toujours un petit peu la réponse tardive, mais on n'a pas tellement d'autres moyens de le faire actuellement. Oui, et ce que je peux vous dire également, c'est que donc depuis la création de l'association, donc au démarrage, on était vraiment, on cherchait les voies où est-ce qu'il y avait des recherches qui allaient aboutir, des choses comme ça. On trouvait relativement peu de choses, et depuis peut-être 3 ans, on s'aperçoit que ça augmente à une vitesse vraiment très très importante. Tous les jours, je reçois des informations sur des recherches qui vont avoir lieu. Alors, elles ne sont pas toutes abouties, mais on commence vraiment à avoir des résultats qui sont très très encourageants. Et je crois pouvoir dire que dans l'année qui vient, il va y avoir, et en particulier à l'ICL, un certain nombre d'annonces très très importantes. Alors, on se garde toujours voilà, les annonces pour quand elles sont sûres et on reviendra vers vous pour ça. Mais c'est vrai qu'on a des pistes de recherche aujourd'hui sur des vaccins qui sont très prometteurs, qui nous permettraient, en théorie, de pouvoir aider grandement les patients qui se font opérer. C'est-à-dire qu'après une chirurgie, on sait que le taux de récidive est malheureusement très élevé dans cette maladie. Les vaccins, pour ce qu'on en a vu en tout cas, des vaccins donc à ARN, nous permettraient d'empêcher ou en tout cas de limiter drastiquement la survenue de ces récidives. Donc c'est un bénéfice. Mais on se concentre beaucoup souvent sur les grandes innovations thérapeutiques. Je ne voudrais pas qu'on oublie aussi les patients qui sont en traitement, avec parfois un traitement, 2 traitements déjà réalisés, ce qui correspond bien souvent à nos standards. Et puis après quoi faire ? Eh bien, je pense qu'il est très intéressant aussi de pouvoir proposer des solutions de traitement innovants aux patients qui ont déjà eu beaucoup de chimiothérapie, beaucoup d'autres traitements. Ça, c'est un point de vue qu'on défend beaucoup à l'ICL, parce que je pense que quand on a déjà bénéficié de tout ce qu'on peut avoir en théorie, eh ben, il n'est pas exclu qu'on puisse trouver un nouveau médicament qui puisse nous, par exemple, nous prolonger la vie dans de bonnes conditions, ou en tout cas faire mieux. Et ça, c'est très important. Il y a le diagnostic, mais il y a aussi toute la prise en charge de la maladie, et la science, à mon avis, a son rôle à jouer dans toutes les situations. Oui, et puis les cocktails de médicaments dont vous avez avancé là aussi, en mettant plusieurs médicaments qui étaient déjà connus, en les réunissant, et on s'aperçoit qu'il y a des résultats aussi qui fonctionnent. C'est vrai. Les synergies de traitement, alors c'est pas qu'on fait que du recyclage, hein, même si c'est de bon ton en ce moment. Il faut qu'on soit aussi capable d'utiliser les anciennes molécules, celles qui pouvaient marcher dans d'autres maladies, celles qui marchaient pas très bien, mais qui en association vont mieux marcher. Tout ça, on le mélange. On le mélange aussi maintenant avec des nouveaux vecteurs, c'est-à-dire qu'une chimiothérapie qui n'est pas forcément soit très efficace ou alors qui est très toxique, on va pouvoir l'acheminer différemment pour l'amener uniquement dans les cellules malades, et ainsi limiter grandement la toxicité et en faire du coup un produit qui va marcher beaucoup. Ça, c'est un grand espoir de la recherche en ce moment sur les traitements combinés, les EDC, ça s'appelle. Voilà, c'est un nom un petit peu barbare, mais c'est des choses qui vont probablement nous aider à mieux guérir plusieurs maladies, et puis on espère que ça marchera dans toutes. Et puis on a d'autres cas d'espoir aussi, par exemple ce qu'on appelle la radiothérapie interne métabolique, c'est-à-dire qu'on connaît tous les accélérateurs de particules qui font des rayons quand on fait de la radiothérapie. Et ben on est capable d'utiliser certains procédés de médecine nucléaire cette fois-ci pour pouvoir essayer de traiter le cancer, mais cette fois-ci à l'intérieur, en allant automatiquement, de façon quasi téléguidée, pouvoir accéder aux cellules malades et uniquement à celles-ci, et pour y délivrer directement un médicament. Donc ça, c'est très innovant. Nancy est en pole position pour ce genre de thérapie, et on a participé récemment à un essai de phase 1, c'est-à-dire un essai très précoce, pour essayer de voir si les patients déjà pouvaient peut-être en bénéficier avant qu'on puisse tester les traitements. Donc voilà, le message, ça serait d'essayer de participer à toutes les phases de la recherche tant qu'on peut. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va donc laisser la place au quatuor.